Dans la nation la plus riche de la planète, il existe des villes où se procurer un comprimé, un litre de lait ou une simple brosse à dents est devenu une mission impossible. Boutiques fermées, supermarchés en ruine, pharmacies disparues du jour au lendemain. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas la fermeture physique, c'est qu'on ne peut pas non plus faire confiance à Internet. Que se passe-t-il dans ces zones des États-Unis où ni le monde réel ni le monde numérique n'offrent de refuge ? Prépare-toi à parcourir 10 villes où la consommation s'est effondrée, où règne la méfiance et où la vie quotidienne ne tient qu'à un fil. Ville numéro 10. San Francisco déploie son tapis de collines sous un brouillard qui ne sent plus le café d'angle mais la peinture fraîche d'une fermeture récente. À Mobile, les vitrines arborent des panneaux de bois comme des prothèses tristes et à Soma, le béton reflète un silence indigne de la ville qui a vu naître des startups au rythme du battement de cœur du silicium. 24,1% des locaux commerciaux sont vides. Un chiffre concret qui ne dit rien du désarroi des familles qui montent et descendent les rues à la recherche de quelque chose d'aussi simple qu'un paquet de couches. Un ingénieur millionnaire déplie son téléphone pliable et commande des vivres à un entrepôt situé au Nevada sans se douter que le drone de livraison ne trouvera pas de portier dans l'immeuble scellé. 4 pâtés de maison, plus bas, une petite épicerie latino ferme après 3 vols en une semaine. Les étagères, autrefois pleines de riz et de sauce, servent désormais de tremplin aux rats qui fouillent en ville la mémoire d'un quartier autrefois vivant. Le télétravail permanent, fils chéri de la vallée qui idolâtre le cloud, a multiplié la productivité à distance et évaporé le flux piéton qui alimentait les commerces de proximité. Les itinéraires de déjeuner sont morts comme des rivières s'il est sans lit. Et les ventes au détail ont chuté de 60% dans des couloirs où il était autrefois difficile de marcher sans effleurer une épaule. Certaines nuits, Union Square ressemble à un décor abandonné après une répétition générale. Les mannequins nus fixent la rue à travers des vitrines fissurées et le seul son dominant est celui du bus touristique qui ne coupe pas son moteur car les passagers ont déjà reçu la notification sur leur mobile. Plus aucun service de base n'est ouvert après 18 heures. La désertification urbaine engendre de nouveaux explorateurs. Des voisins s'organisent dans des chats chiffrés et parcourent des kilomètres jusqu'à un marché éphémère qui n'ouvre que le week-end. Là, ils échangent les numéros de lots, de rouleaux, d'essuie-tout, comme d'autres collectionnent des cartes de baseball. L'application Local Loop clignote, connectant celui qui possède un carton de dentifrice à celui qui en a urgemment besoin. Mais la carte se remplit de zones grises où la livraison n'arrive pas. Pendant ce temps, les entrepôts du port vibrent sous des tonnes de marchandises immobiles. Le système a su mettre des satellites en orbite, mais reste incapable de garantir une éponge à 10 minutes de chez soi. Cette ironie bat dans chaque conversation improvisée autour du haillon ouvert d'un camion de déménagement. La mairie tente de parrainer des magasins communautaires ouverts 24 heures sur 24, autosuffisants grâce à de petits investisseurs rêvant de sauver le barbier où l'on discutait de baseball entre 2 coups de ciseaux. Mais ces lumières ne clignotent à nouveau lorsque de nouvelles vagues de vols organisés promettent encore plus de vitrines brisées. San Francisco, phare high-tech, devient une île sans vivre. Qui aurait imaginé que l'épicentre mondial de l'innovation ne pourrait pas garantir un savon à moins de 30 minutes de marche ? Un grondement de câbles sous-marins traverse la baie, annonçant que la prochaine start-up devrait peut-être s'atteler à restituer la proximité humaine qui s'est échappée entre les lignes de code. Ville numéro 9. Nashville se dresse avec la promesse d'un riff vibrant sur Broadway. Mais le rythme se brise dans les banlieues où le silence des frigos vides mord plus fort que n'importe quel solo de style guitare. Plus de 40 000 résidents vivent à plus de 1,5 km d'un supermarché. Ce chiffre augmente de 6% chaque année alors que l'économie locale déraille. La fermeture des enseignes Dollar General et Kroger dans le nord de Nashville a commencé comme une rumeur parmi les vitraux baptistes. Mais le dernier rideau métallique tombé a résonné comme un coup sec dans la dignité collective. Vols éclairs, loyers exorbitants et assurances inaccessibles ont tissé un nœud coulant qui a expulsé le commerce essentiel. La rue Jefferson, célèbre pour ses brunchs gospel, arbore désormais des fanions délavés et flottants au-dessus de bacs d'huile usagée. La santé publique en paie le prix. L'obésité et le diabète dépassent la moyenne de l'État, poussée par une dépendance forcée à la friture et au soda sucré. Une jeune infirmière de Vanderbilt court à l'aube le long de la rivière Cumberland pour tenter de purifier ses artères. Et sourit amèrement en pensant que sa grand-mère parcourt 13 km juste pour acheter un poivron. La mairie lance des appels à idées pour des marchés communautaires et promet des subventions aux petits commerçants, mais la mise en œuvre avance au rythme d'un blues fatigué. Les permis prennent du temps, les architectes débattent de dérèglements et les fonds fédéraux s'égarent dans des formulaires sans fin.
Pourtant, la résilience jaillit de l'asphalte brûlant. Des camionnettes transformées sillonnent les quartiers avec des cagettes de laitue et de gombo fraîchement cueillis. On paie en liquide ou en échange d'un petit concert improvisé sur la plateforme du véhicule. Les églises, colonne vertébrale de la ville, transforment leurs parkings en foires hebdomadaires où les fidèles distribuent des tomates brillantes comme des notes aiguës et des pains préparés par des familles haïtiennes. Chaque voiture abrite des histoires de migration, tandis que l'on partage l'emplacement d'un nouveau food truck qui accepte les tickets d'aide alimentaire. Cependant, l'ombre plane sur l'industrie touristique. Les visiteurs découvrent qu'ils ne peuvent pas acheter d'aspirine après un concert qui se termine tard dans la nuit et la réputation de ville vibrante commence à vaciller. Les musiciens vétérans, maîtres du tempo, reconnaissent le rythme brisé qui annonce la tempête. En périphérie, un collectif de femmes somaliennes transforme une ancienne école en centre de collecte d'épices. L'odeur de cardamome envahit les couloirs vides, rappelant que la culture se défend aussi en remplissant les casseroles. L'université, de son côté, installe des potagers verticaux sous des lampes LED alimentées par des panneaux solaires. Petite symphonie de chlorophylle qui tente de réécrire l'avenir. Nashville, berceau du country et âme du delta culturel, résonne sur les haut-parleurs du monde entier, tandis que ses quartiers cherchent du pain au rythme d'une ligne de basse absente. L'écho retentit dans le stade imaginaire des cartes postales et pose la question à voix haute, la ville peut-elle encore prétendre à l'avenir si elle n'est même pas capable de garantir une tomate au coin de la rue? Ville numéro 8. Seattle s'est bâtie sur le café, la pluie et la vision du futur. Aujourd'hui, les auvents suintent de la solitude. Les vitrines qui annonçaient autrefois Amazon Go affichent désormais des pancartes de liquidation ou simplement le reflet d'un piéton hésitant. 7 magasins sur 10 de la marque ont fermé en cascade. Le modèle de paiement s'encaisse fasciné jusqu'à devenir un filtre cruel. Ceux qui n'ont pas de smartphone ou de moyens de paiement numérique se retrouvent face à des capteurs muets. À Pioneer Square, un vétéran du Vietnam raconte avoir tenté la porte 20 fois sans trouver de fente pour insérer des billets. 38% des plus de 65 ans dans la ville n'ont jamais installé d'application bancaire et ont le sentiment d'avoir été exclus du quartier sans un mot. Les marchés traditionnels, bastions de fraises fraîches et de conversations au comptoir, ont fermé, frappés par une double offensive. D'abord, la guerre des prix contre des géants en ligne capables de vendre à perte, puis les vagues de vols éclairs orchestrés par des groupes qui disparaissent en quelques secondes à vélo électrique. Au crépuscule, des robots de livraison s'aventurent sur les trottoirs luisants de pluie, mais l'algorithme échoue face aux immeubles sans portier et les colis retournent au centre de distribution comme des bouteilles à la mer sans destinataire. Face à l'écran tyrannique, des initiatives émergent pour redonner de la voix. Dans le quartier de Ballard, un ancien quai accueille le marché du jeudi où seul l'argent liquide est accepté et où les légumes portent encore les traces de terre. À Capitol Hill, des bénévoles animent des ateliers pour installer des applications à un rythme humain, sans jargon ni humiliation. Chaque 15 du mois, des associations organisent une journée sans QR et les commerçants recouvrent les codes avec du papier craft pour inciter aux échanges en face à face. Pourtant, les inégalités s'accentuent. Les nouveaux arrivants avec Visa, H1B reçoivent des abonnements premium garantissant la livraison en 1 heure et des réductions éclairs, tandis que les retraités philippins de Beacon Hill font la queue devant un bus distribuant du café soluble et des recettes imprimées. La ville qui a fabriqué le cloud risque de devenir un ghetto numérique, où la vieillesse et la migration sont des passeports périmés. Ville numéro 7, New York, la ville qui ne dort jamais, clignote dans des quartiers où l'absence de pharmacie menace d'éteindre les rêves. Une baisse de 10% en une seule année. Les fermetures frappent violemment Harlem et le Bronx. Sur Convent Avenue, une enseigne rouge annonce « Dernière semaine » et les voisins mémorisent déjà de nouveaux itinéraires de bus. Le désert du commerce de détail ne figure pas sur les affiches de touristiques de Times Square. Mais il se ressent dans les épiceries où la bière remplace le brocoli parce que les produits des frais attirent des voleurs qui videront les étagères et s'enfuient avant que l'employé ait le temps d'ouvrir la bouche. Sur la 5e avenue, un résident de l'Upper East Side met 2 minutes pour trouver du quinoa bio. À Brownsville, le même paquet exige 45 minutes et 2 correspondances. L'inégalité s'imprime sur le ticket de métro. La réponse de nombreux commerces a été d'enfermer les détergents et les comprimés derrière un blindage en acrylique. Mais le temps d'attente décourage ceux qui se lèvent tôt pour 2 emplois et ne peuvent se permettre un retard. La frustration pousse vers le monde virtuel et là guette un autre piège. Des applications fantômes, identiques aux officielles, copient les commandes de nourriture et dissimulent des abonnements mensuels qui s'activent par un clic égaré. Des milliers d'utilisateurs découvrent les prélèvements trop tard,
quand la banque a déjà traité le 10e paiement minuscule. En parallèle, la créativité surgit dans les fissures. Des hôpitaux de Midtown financent des aftermoyants, des pharmacies mobiles qui parcourent les longs des itinéraires fixes à l'aube. Des coopératives agricoles installent des stands dans les cours de logements sociaux et acceptent des coupons Snap imprimés. À Hudson Yards, un kiosque éclairé 24 heures sur 24 offre des médicaments de base tenus par 2 ex-paramédicaux qui mémorisent les antécédents médicaux comme des compteurs de garde. Pourtant, une question résonne entre les gratte-ciel. Cette mégalopole pourra-t-elle garder son rythme si se procurer un simple inhalateur devient une odyssée? Tournons légèrement vers l'ouest, suivant le tracé du lac Michigan jusqu'à entendre le vent hurler entre les larges avenues. Ville numéro 6. Chicago semble conçu pour les pics, mais acheter une brosse à dents à Englewood est devenu un sport extrême. Dans le sud et l'ouest de la ville, 17% de la surface commerciale ont disparu. Englewood, Garfield Park et South Loop montrent des rideaux métalliques couverts de graffitis racontant des exploits passés. Pendant ce temps, des boutiques étincelantes prospèrent dans le North Side, à seulement une demi-heure en ligne rouge. Les vols éclairs, chronométrés à 60 secondes, font la une. Des équipes entraînées envahissent dans les magasins, vident les rayons et repartent avant que l'alarme ne sonne une deuxième fois. Les assureurs réagissent avec des hausses de primes de 30% et les chaînes annoncent leur départ. C'est un effet domino visible à chaque coin de rue. La fraude en ligne est encore plus mordante. Des sites miroirs promettent des offres sur des produits de première nécessité. Et l'acheteur découvre trop tard que le numéro de suivi est une suite de chiffres sans sens. Le taux d'escroquerie dépasse de 41% la moyenne nationale. La réponse populaire mêle ingéniosité et courage. Des églises transforment leurs nefs latérales en marchés éphémères où les fidèles tiennent des stands de savon artisanal et de sacs de riz. De jeunes développeurs ont lancé des applications coopératives sans vérification complexe, conçues pour des grands-mères qui ne possèdent que des téléphones à clapper et du crédit prépayé. Des patrouilles de quartier accompagnent les acheteurs âgés jusqu'à l'arrêt de bus et partagent des cartes actualisées des commerces encore ouverts. La crise s'infiltre jusque dans les salles de classe. Des enfants de primaire manquent des journées d'école pour traverser la ville afin d'aider à acheter des couches ou des antalgiques. Le tableau d'assiduité scolaire devient un thermomètre de l'accès au commerce. Des urbanistes avertissent que Chicago pourrait sombrer dans un apartheid commercial où les voies ferrées délimiteraient brutalement ceux qui peuvent ou non se procurer des biens essentiels. Ces voies, autrefois symboles de mouvement, menacent de devenir des murs invisibles. Pourtant, dans un local reculé de Pilsen, un vieux boulanger maintient le four allumé grâce à un prêt de voisinage. Chaque miche chaude est un rappel que la ville forgée par le feu et l'acier conserve encore de la chaleur humaine. Certaines nuits, l'odeur du pain glisse dans des ruelles vides et pousse un cycliste à s'arrêter juste pour découvrir que la porte est ouverte et que le seul mot de passe exigé est un salut. Cette étincelle d'hospitalité, fragile mais insistante, pourrait bien être la torche qui éclaire la nuit la plus longue. Ville numéro 5. La boussole tourne vers le cœur du delta du Yazoo et dessine une spirale d'humidité qui colle à la peau. Là se dresse Jackson, capitale du Mississippi, et métaphore vivante d'un ver fêlé qui perd l'eau goutte à goutte. Pendant des décennies, elle tirait une fierté kilométrique du blues, des tribunaux légendaires et d'un centre-ville en briques rouges qui sentait la noix de pécan grillé. Aujourd'hui, cette odeur n'est plus qu'un éclair de mémoire. Walmart, Kroger, Piggly Wiggly, des noms qui remplissaient les coffres des familles un samedi ordinaire, sont désormais lus dans des rapports de fermeture que la radio locale énonce avec un ton d'oraison funèbre. En seulement 24 mois, un quart des établissements essentiels a fermé, et si cette nouvelle se répète dans d'autres États, ici elle prend une cruauté extrême car le transport public est aussi mince qu'une feuille de papier. 24 bus pour 150 000 âmes. Kiwi dans le West Side prévoit jusqu'à 90 minutes de trajet juste pour acheter du pain. Un voyage où l'espoir se mesure à la rouille qui ronge les arrêts. Tandis que les sièges tremblent sur des nids de poules impossibles, les aînés serrent dans leurs sacs en toile contenant des billets trop pliés. 60% refusent tout moyen de paiement en ligne. Ils n'ont ni carte de crédit, ni appareil avec accès Internet stable, ni confiance pour donner leurs données à un portail qui pourrait disparaître avant que le boulanger n'allume ses lumières à l'aube. Face à cet abîme, la communauté a répondu avec une créativité presque biblique. Des bus scolaires recyclés sillonnent les quartiers comme s'ils étaient des artères supplémentaires. On les appelle footbus et on peint des graffitis de maïs et de tournesol sur leur carrosserie jaune.
Les églises baptistes ont transformé des pavillons en petits kiosques de pharmacie où la pénicilline est distribuée à côté d'images pieuses portant la mention « foi et santé ». Cependant, le thermomètre grimpe au cabinet du centre médical universitaire. 18% de complications diabétiques en plus. Un chiffre qui résonne comme une sirène d'ambulance continue dans les couloirs. Chaque pic d'hyperglycémie révèle l'arête la plus cruelle de la pénurie. Sans insuline ni aliments frais, le corps devient un territoire assiégé. Les quincailleries vendent désormais plus de bottes en caoutchouc que jamais, car certains habitants doivent traverser des ruisseaux gonflés par la pluie pour atteindre des marchés ambulants installés sur des terrains vagues. L'exode des jeunes, attirés par des villes au Wi-Fi robuste et aux étagères pleines, dévore le capital humain et chamboule les prix de l'immobilier. La valeur des logements chute, l'ombre des grandes maisons vides s'allonge, la peinture y pend en lambeaux, reste dans la pénombre d'un porche quelconque une radio qui diffuse du gospel et prononce un battement de résistance. La question résume tout. Combien de temps une capitale peut-elle tenir sans capital commercial, les mains levées vers un ciel qui, certaines nuits, semble avoir perdu sa voix? Ville numéro 4. Nous avons traversé le continent d'un souffle pour atterrir dans la baie de San Francisco, mais pas pour répéter l'histoire des collines et des naufrages. Cette fois, la caméra se tourne vers le sud, jusqu'à San José, où les silhouettes vitrées des tours technologiques se reflètent sur des trottoirs qui sentent le jasmin et le vide. La Silicon Valley a conquis le nuage, mais sous ce dôme numérique fleurit le paradoxe de la pénurie. Target, Walmart et Best Buy ont fermé 60% de leurs magasins urbains. La mairie reconnaît un phénomène nouveau. Le retail vide, qui s'étend comme une tache d'huile dans les quartiers de classe moyenne. Dans les salons vitrés où l'on discutait autrefois de la prochaine révolution de l'intelligence artificielle, on renégocie aujourd'hui quelque chose d'aussi basique que le chemin le plus court pour acheter des céréales. La fracture numérique s'affiche en grand écran quand le narrateur accompagne Martha, 79 ans, veuve d'un ingénieur en microprocesseurs qui tente de compléter la vérification en 2 étapes exigées par la boutique en ligne. Son doigt tremble sur un code reçu en retard parce que la batterie de son téléphone se décharge en quelques secondes. Le processus échoue, tout comme la possibilité de recevoir du lait écrémé avant la nuit. Ce n'est pas un cas isolé. 45% des plus de 65 ans de la ville restent bloqués dans ce limbo d'authentification. Pendant ce temps, des bandes de jeunes à trottinettes électriques pratiquent le flash mob theft. En moins d'1 minute, ils vident les rayons et disparaissent par les rampes menant à l'autoroute 280, laissant derrière eux un flot d'alarmes incrédules. L'argent, fidèle à ses propres circuits, continue d'arriver, records historiques de capital risque, levée de fonds pour des logiciels qui promettent de sauver le monde. Mais pas un dollar ne traverse le pont vers des projets de commerce de base. Les bibliothèques publiques ont réagi. Elles hébergent désormais le programme Tech Help and Grocery Pickup. Des bénévoles y traduisant le langage des captchas et stockent des sacs de provisions jusqu'à ce qu'un petit-fils puisse venir les récupérer. Du côté ensoleillé de l'équation, des résidences de luxe offrent un majordome des courses qui voyage dans les comtés voisins. Privilège qui fait grimper les frais de copropriété. HOA et pousse la classe moyenne vers la périphérie. Les urbanistes commencent à utiliser un terme qui sonne comme de la science-fiction. Super déplacement, une vague de retraités qui fuiront vers des États où il est plus facile d'accéder à la médecine et au pain. Pourtant, des éclats d'avenir se tricotent au crochet dans les couloirs du lycée Roosevelt où un club d'élèves latinos gère une micro-serre verticale alimentée par des imprimantes 3D de nutriments. Chaque laitue qui y pousse est un manifeste contre la dépendance. Pendant ce temps, hors du campus, le tramway léger traverse des terrains vagues marqués de graffitis en réalité augmentée qui invitent à imaginer des commerces renaissants. Si la ville qui a inventé le smartphone ne rétablit pas son commerce physique, elle pourrait devenir un laboratoire dystopique où tout se conçoit, sauf la proximité. Ville numéro 3. Tournons la caméra vers le golfe du Mexique, où l'air sent l'épice et le saxophone. La Nouvelle-Orléans, ville de cloches et de clarinettes, révèle un décor inattendu. Tourisme sans boutique, musique sans vitamine. En centre-ville, 17 pharmacies ont fermé leurs portes, comme des dominos poussés par la vague des loyers impossibles et des vols opportunistes. Un touriste venu écouter du jazz doit marcher 2 km pour trouver un simple antidouleur. Et cette promenade en plein été ressemble à une épreuve épique. Les chefs, qui improvisaient jadis un gumbo au rythme de la batterie, signalent une pénurie d'épices de base. Certains restaurants réduisent leur menu et augmentent l'un de leurs prix. D'autres reçoivent de mauvaises critiques qui deviennent virales avant même que le musicien ne frappe le premier tambour. Le crime s'adapte au rythme de la ville. Un gang surnommé Grab and Jazz par les journaux vole des lots de souvenirs et les revend dans des marchés nocturnes improvisés à l'ombre des chariots de beignets. Les caisses municipales grincent, 68 millions de dollars en moins provenant des taxes,
sur les ventes. Cet argent finançait l'entretien des chaussées, l'éclairage des ruelles, la maintenance des égouts qui empêchent les inondations. Sans collecte, l'infrastructure touristique commence à rouiller. L'écho de Saint-Charles Avenue répète un mantra inquiétant. Chaque vol est un trou de plus dans la trompette de l'économie locale. Mais la Nouvelle-Orléans a toujours su tirer l'espoir de la boue. Des camions-magasins, baptisés Second Line Mobile Mart, suivent les lignes de tramway, peints de bandes vertes et dorées évoquant Mardi Gras. Ils vendent de la crème solaire, du boudin et des pansements aux arrêts désignés, et leur klaxon imite celui joyeux des brass bands. Une application citoyenne cartographie en temps réel les commerces encore ouverts, utilisant des symboles de trompette pour les pharmacies et des notes de musique pour les épiceries. Pourtant, même cette couche numérique fait face à des dilemmes. Le réseau cellulaire se sature à l'approche d'un ouragan et les panneaux solaires qui alimentent les répéteurs se couvrent de nuages denses. Les festivals tremblent à l'idée de devoir se déplacer vers des localités voisines, car les sponsors ne trouvent néanmoins plus de fournisseurs pour les produits dérivés. Le French Quarter Fest, qui remplissait autrefois les places avec un demi-million de visiteurs, envisage le déménagement pendant que les organisateurs passent l'inventaire en revue et contemplent l'impensable, un jazz sans public. La question clé, lancée dans l'air humide du crépuscule, résonne sur le Mississippi. L'économie du swing peut-elle survivre s'il manque à chaque coin de rue une trousse de premiers secours et un paquet de café? La Nouvelle-Orléans répond avec un sourire aux lèvres maquillées et une quatrième ligne de tambour qui ne dort jamais. Mais le battement souterrain trahit un vertige. L'histoire, comme le blues qui jaillit d'un saxophone, laisse toujours place à un pont inattendu. Et pourtant la tension monte. Ville numéro 2. Cleveland se dresse au bord du lac Erie comme un accord industriel résonnant encore entre les cheminées rouillées et les stades grondant de nostalgie pour des championnats passés. Pourtant, les gradins ne chantent plus quand les fenêtres du quartier s'illuminent d'alertes de fraude. 47 supermarchés et 23 pharmacies ont baissé le rideau en seulement 3 ans. À Slavic Village, les enseignes au néon qui annonçaient des légumes frais sont maintenant des croix lumineuses d'urgence pour indiquer où trouver un inhalateur. La rue Fleet, témoin des processions polonaises et des tambours ukrainiens, a perdu le son des sacs plastiques s'y frappant des cuisses pressées. Ne reste que l'écho du vent faisant voler des reçus jamais réglés. Avec les magasins physiques devenus squelettes, la promesse d'Internet aurait dû remplir les garde-manger. Mais le réseau ici est un labyrinthe de miroirs brisés. Près de 4 personnes âgées sur 10 ont déclaré avoir perdu plus de $500 à cause d'arnaques utilisant des logos découpés de vrais sites. Le butin préféré des escrocs. Les kits de tests médicaux, tensiomètre jamais livré, glucomètre affichant des chiffres fantaisistes, petits mensonges qui, à l'hôpital, se transforment en crise hypertensive. Les admissions pour pic de tension ont augmenté de 12%. Et aucun algorithme ne peut calmer un patient quand le médecin annonce que le comprimé coûtera plus que la pension du mois. La méfiance s'infiltre même dans les foyers. Des familles entières marchent jusqu'à la bibliothèque publique pour comparer les prix en ligne car elles y sentent la protection d'un firewall et le regard d'un bibliothécaire capable de repérer un faux lien. Les églises, autrefois refuges et mégaphones de la communauté, se transforment en centres de validation où des bénévoles vérifient les sites avant qu'un fidèle ne clique sur « Me payer ». On fait la queue devant des vitraux projetant des anges, tandis que résonnent des conseils sur les antivirus à la place des chants sacrés. Parallèlement, des groupes Facebook comme Barter Cleveland croissent à la vitesse d'un feu de prairie. On y échange 6 œufs contre 21 minutes de plomberie, ou une boîte de céréales contre une réparation de pare-brise. Dans cette logique du troc, une économie parallèle fleurit, un peu étreinte, un peu dernier recours. Les projections de l'Université d'État parlent avec une froideur mathématique. Si la logistique ne s'améliore pas, Cleveland perdra 30% de ses jeunes professionnels en 5 ans. Et pourtant, la rivière Cuyahoga ne brûle pas cette fois. Au contraire, elle reflète des initiatives courageuses. Un collectif d'infirmières retraitées conduit des camionnettes qui distribuent des médicaments donnés, traçant les itinéraires à la craie sur l'asphalte fissuré. Des artistes locaux projettent des fresques lumineuses sur des façades abandonnées avec des QR codes menant à des marchés communautaires vérifiés. Chaque coup de pinceau lumineux est un avertissement et une promesse. Ici bat encore un cœur qui refuse de disparaître parmi les emails piégés. Ville numéro 1, Portland, Oregon. Il fut un temps où cette ville était décrite comme un Éden créatif, couronné de pain et de cafés artisanaux.
Aujourd'hui, la carte postale idyllique est fissurée par des planches qui couvrent les vitrines de Burnside et Hawthorne. Plus de 300 commerces ont fermé entre 2021 et 2025. Les compteurs énumèrent les enseignes comme s'ils récitaient les noms de soldats tombés au combat. Carte en main, on peut suivre une route de cicatrices, des disquaires aux rideaux métalliques soudés, des librairies qui parfumaient autrefois les carrefours de papier anciens, remplacés aujourd'hui par des pancartes à louer. Les vols deviennent viraux comme des chorégraphies sinistres sur les réseaux sociaux. 5 secondes pour franchir la porte, 15 pour vider une étagère, 10 pour disparaître sur des trottinettes vertes serpentant jusqu'aux échangeurs d'autoroutes. Certaines boutiques ont instauré un droit d'entrée symbolique de 5 $, remboursé à l'achat pour filtrer les voleurs potentiels. Mais l'effet boomerang a aussi effrayé les clients fidèles. Les galeries d'art migrent vers des foires en banlieue. Les festivals annulent des éditions faute de fournisseurs de produits dérivés. La consommation se déplace physiquement. De jeunes familles conduisent 40 minutes jusqu'à Beaverton pour acheter des couches. Les personnes âgées dépendent de distributions solidaires recevant des boîtes numérotées comme des rations de sièges. En parallèle, la sphère numérique devient un champ de mine. Des courriels imitant le ton des commerces locaux volent des données bancaires et des places de marché clandestines fleurissent sur Telegram où se vendent des produits volés dans les magasins qui ont fait faillite la veille. La confiance, ce fil invisible qui tissait la communauté, se défait. Les voisins réagissent en cousant des filets de soutien. Des coopératives de quartier appelées Buy PDX organisent des tournées hebdomadaires de distribution sécurisée. Des bénévoles escortent les commerçants à la fermeture, lampes torches à la main et talkies-walkies grinçant en guise de gardiennage que les magasins ne peuvent de plus se permettre. À grande échelle, la menace se lit dans des chiffres glacés. Si la fuite du commerce de détail continue sur sa lancée, le corridor de l'Interstate 5 perdra 12% de sa main-d'œuvre dédiée au commerce. Ce chiffre est un boomerang. Il frappe l'emploi direct et impacte la chaîne d'approvisionnement reliant Seattle à San Diego. Les cafés de routiers le ressentent déjà, servant moins de petits déjeuners et écoutant plus d'histoires de déménagement. Et pourtant, Portland insiste sur son identité de jardin rebelle. À North Tabor, un collectif transforme un parking en serre hydroponique alimenté par des panneaux solaires et vend des laitues à prix coûtant. À Selwood, une ancienne graphiste rouvre une épicerie qui n'accepte que l'argent liquide ou le troc de service. Un massage contre 1 kilo de riz, un cours de ukulélé contre de l'huile d'olive. La culture vibre encore. Sous un pont, un quatuor de folk électrique joue des chansons qui nomment chaque boutique disparue et chaque professeur de yoga parti dans l'Idaho. Le public vêtu de sweats à capuche, arborant le logo de nouvelles coopératives, danse avec la détermination de ceux qui savent que la musique pourrait être la dernière à les quitter. Depuis ses murs tagués de slogans de protestation, Portland prononce une leçon âpre. L'utopie créative ne survit pas sans vis ni cadenas. Un message résonne, mêlant deuil et bravoure. Il ne reste qu'à avancer en prenant soin de chaque aboiement de chien et de chaque miche de pain partagé, car la ville qui s'est autoproclamée étrange doit désormais devenir obstinément réelle. Tu as suivi un itinéraire qui a commencé dans les collines brumeuses de San Francisco et s'est terminé dans les fresques contestataires de Portland. 10 villes, 10 miroirs qui reflètent une même fissure quand les magasins physiques faillissent et que la confiance dans le réseau se brise, la société découvre son squelette. À chaque étape, nous avons vu l'inventivité populaire, le troc, les bibliothèques transformées en tours de contrôle, les camions convertis en marchés itinérants. Mais nous avons aussi respiré l'usure des hôpitaux saturés, des élèves absents et des retraités qui mesurent la distance au pain comme d'autres mesurent l'espérance. S'il est un fil rouge à ces récits, c'est la certitude que l'économie n'est pas un graphique abstrait, mais la somme vibrante de pas, de voix et de portefeuilles bien réels. Et maintenant, je t'invite à amener cette conversation sur les trottoirs de ton propre quartier. À te demander à quelle distance tu te trouves d'un paracétamol, d'une chaussure ou d'une étreinte communautaire. Si ce voyage t'a bouleversé, partage-le. S'il t'a éclairé, allume la flamme chez les autres.